L'histoire a toujours réservé ses plus grands éloges aux hommes qui ont détruit des villes, Alexandre, Gengis, César. Mais il existe un autre chapitre, un chapitre dont on parle moins, celui des femmes qui en ont eu assez. Et quand cela est arrivé, elles ne se sont pas contentées d'égaler la brutalité masculine. Elles l'ont dépassée. 5 femmes, 5 histoires de vengeance si absolues, si calculées, si impitoyables que leurs victimes n'ont pas eu le temps de se repentir. Ceci n'est pas de la fiction, cela s'est réellement produit. Nous commençons avec la femme qui transforma le sang d'un roi en son trophée personnel. Numéro 5, Tomiris, reine des Massagètes. On n'appelait pas Cyrus le Grand ainsi par hasard. Il avait bâti l'Empire perse à partir de rien, soumis presque tout le monde connu et était sorti invaincu de chaque bataille qu'il avait livrée. Il était, selon toute mesure raisonnable, impossible à arrêter. Tomiris n'a jamais accepté ce message. Reine des Massagètes, un peuple nomade et guerrier qui dominait les steppes d'Asie centrale, Cyrus voulait leur taire. Tomiris répondit non. Cyrus attaqua malgré tout, mais tenta d'abord une diplomatie bon marché. Il lui proposa le mariage comme prétexte politique. Elle refusa l'offre. Il envahit. Cyrus était rusé. Il installa un camp rempli de nourriture et de vin, apparemment abandonné. Le fils de Tomiris tomba dans le piège. Il entra avec ses hommes, ils festoyèrent jusqu'à perdre connaissance et se réveillèrent enchaînés. Cyrus les avait tous. Le fils se réveilla prisonnier. Il comprit en quelques secondes ce qui s'était passé. Il demanda à Cyrus de lui libérer les mains un instant. Cyrus, confiant, accepta. Le jeune homme se donna la mort sur place. Le déshonneur était insupportable. Ce fut l'erreur qui coûta tout à Cyrus. Tomiris lui envoya un message sans détour. « Tu as trompé mon fils et tu l'as conduit à la mort. Maintenant, je te promets que tu boiras autant de sang que tu le souhaiteras. » Ce n'était pas une menace vide. Elle les attira en terrain ouvert et leur tendit une embuscade. Les Perses combattirent avec tout ce qu'ils avaient. Ce ne fut pas suffisant. Les Massagètes étaient plus rapides, plus furieux et avaient une raison qu'aucun soldat perse ne pouvait égaler. L'armée impériale fut massacrée. Cyrus mourut. Tomiris trouva le corps. Elle ordonna qu'on lui coupe la tête. Elle remplit une outre de sang et y plongea la tête de Cyrus le Grand. Tu voulais du sang? Bois. Le conquérant le plus puissant du monde antique termina ses jours comme trophée dans un sac rempli de sang, parce qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. Numéro 4. Olga de Kiev. Olga de Kiev possède une statue, possède une cathédrale, possède un jour férié dans le calendrier orthodoxe. L'Église russe la canonisait. Elle est Sainte Olga. Elle a aussi orchestré 4 opérations d'extermination consécutives avec le sang-froid d'un stratège militaire. Son mari, Igor, dirigeant de la Russe de Kiev, fut assassiné par les Drevliens, un peuple voisin qui s'était lassé de ses exigences de tribu. Une fois Igor mort, les Drevliens virent une opportunité. Ils envoyèrent des émissaires à Olga pour lui proposer le mariage avec leur prince. 2 royaumes unis sous une nouvelle alliance, cela semblait raisonnable sur le papier. Olga dit oui. Elle reçut les ambassadeurs avec honneur. Elle ordonna qu'on les transporte au palais en barque comme marque de distinction. Puis elle fit jeter la barque entière dans une fosse creusée pour l'occasion. Ils furent enterrés vivants. Olga observa la scène sans bouger. Ensuite, elle envoya un message aux Drevliens, qu'ils envoient leurs hommes les plus importants pour préparer le mariage avec dignité. Les nobles arrivèrent, les chefs arrivèrent, l'élite de la tribu arriva. Olga les invita à un bain rituel avant le banquet. Elle les enferma. Elle fit mettre le feu depuis l'extérieur. Ils brûlèrent tous. Ce n'était toujours pas suffisant. Elle demanda la permission de célébrer un banquet funéraire sur la tombe d'Igor. Les Drevliens organisèrent la fête. Ils burent. Les soldats d'Olga, non. Quand elle donna le signal, ils égorgèrent 5000 hommes ivres lors des funérailles de l'homme qu'ils avaient eux-mêmes tué. Et elle n'avait toujours pas terminé. L'année suivante, elle revint avec l'armée. La capitale drevlienne résista au siège. Olga ne força pas les murailles. Elle envoya un message. Elle ne voulait ni or ni tribut, seulement 3 colombes et 3 moineaux par chaque foyer comme geste de paix. Les Drevliens, confus mais soulagés, envoyèrent les oiseaux. Les soldats d'Olga attachèrent de l'étoupe avec du soufre aux pattes de chaque oiseau, y mirent le feu et les relâchèrent. Les oiseaux retournèrent à leur nid sur les toits de paille de la ville. Toute la cité brûla en même temps. Ceux qui fuyaient les flammes trouvèrent des soldats qui les attendaient dehors. La tribu drevlienne cessa d'exister, et l'Église fit sainte la femme qui l'avait effacée de la carte. Numéro 3. Frédégonde.
la reine qui assassina son chemin jusqu'au trône. Dans la France du VIe siècle, les servantes ne devenaient pas reines. Frédégonde ne le savait pas, ou cela ne lui importait pas. Elle commença comme servante à la cour du roi Chilpéric. Le roi avait une épouse, la reine Audover. Frédégonde attira son attention et ne la lâcha plus. Elle convainquit Chilpéric qu'Audover le trahissait, sans une seule preuve, seulement des mots dans la bonne oreille au bon moment. Chilpéric la crut. Il ordonna qu'on coupe les cheveux d'Audover, signe d'humiliation publique, et l'enferma dans un couvent. Frédégonde prit sa place. Le frère du roi, Sigébert, et son épouse, Bruno, ne cachaient pas leur mépris. Ils l'appelaient servante arriviste, indigne de la couronne. Frédégonde écouta, analysa, puis agit. Elle envoya 2 assassins avec des dagues empoisonnées à la cour de Sigébert. Ils le tuèrent. Les assassins furent capturés et exécutés sous la torture. Cela n'avait aucune importance. Sigébert était mort et c'était la seule chose qui comptait. Bruno s'échappa et jura vengeance. Ce qui suivit fut une guerre de l'ombre de 40 ans entre 2 femmes, une rivalité qui saigna le royaume franc et laissa des milliers de morts dans son sillage. Frédégonde ne cligna pas les yeux. Sa belle-fille, Basina, dit quelque chose d'inconvenant. Elle mourut peu après, probablement empoisonnée. Le fils de Chilpéric, issu d'un mariage précédent, possible rival pour ses propres fils, fut assassiné. Un évêque qui osa la critiquer fut assassiné. Un noble qui remit en question son autorité fut assassiné. Chilpéric lui-même commença à relier les faits. Il soupçonna que son épouse était derrière trop de morts. Il avait raison. Lui aussi mourut, très probablement par sa main. Frédégonde gouverna le royaume comme régente de son jeune fils. Chaque menace contre le trône se résolvait de la même manière, rapide, nette, définitive. Elle mourut à 60 ans dans son lit, sans que personne ne puisse rien prouver. Elle monta depuis le dernier échelon social jusqu'au pouvoir absolu et y resta jusqu'à la fin. Numéro 2. Ouz-Étienne. Le plan pour Ouz-Étienne était simple, concubine mineure de l'empereur Taizong et, quand il mourait, direction le monastère. C'était ainsi que fonctionnait le système. Les femmes du harem impérial, qui survivaient à l'empereur, se retiraient dans une vie de silence et de pénitence. Ouz-Étienne avait d'autres plans. Quand Taizong mourut, Wu séduisit son fils, le nouvel empereur Gaozong. Ce qui commença comme une manœuvre de survie finit avec Wu comme consort impérial, puis comme impératrice officielle, et finalement comme l'esprit qui gouvernait réellement le plus grand empire du monde. Gaozong signait, Wu décidait. Mais l'impératrice Wang occupait la place dont Wu avait besoin, et l'ancienne favorite, la consort Xia, restait un obstacle. Wu résolut le problème de la manière la plus froide possible. Selon les chroniques, elle tua sa propre fille nouveau-née et accusa Wang. Gaozong la crut, Wang tomba, Wu prit sa place. Ensuite, elle régla ses comptes avec Wang et avec Xia. Elle leur retira leurs titres, les fit enfermer et battre. Puis on leur coupa les mains et les pieds et on les jeta dans des cuves pleines de vin pour qu'elles s'y noient. Avant de mourir, Wang lança une malédiction que Wu renaisse en souris et qu'elle renaisse en chat pour la poursuivre et lui mordre le cou pour toute l'éternité. Ouz-Étienne répondit en interdisant les chats dans le palais impérial pour toujours. Gaozong subit une attaque et Wu prit le pouvoir de facto. L'empereur mourut peu après, probablement empoisonné. Wu installa ses propres fils sur le trône comme figure décorative. Quand ils ne coopéraient pas, elle les destitua tous les deux. Puis elle fit ce qu'aucune femme n'avait fait dans l'histoire de Chine. Elle se proclama empereur, pas impératrice, empereur, le titre masculin. Le pouvoir suprême pour elle seule. Ceux qui s'opposèrent moururent. Elle créa un réseau d'espionnage et de torture qui arrachait des aveux à quiconque était soupçonné de déloyauté. Les aveux étaient presque toujours faux, les exécutions toujours réelles. Elle régna pendant 15 ans, elle mourut à 81 ans au pouvoir de cause naturelle. De concubine jetable à unique empereur de Chine, en éliminant chaque personne qui se dressa sur son chemin, sans un seul moment d'hésitation. Numéro 1. L'impératrice Théodora. Dans la Constantinople du VIe siècle, Étractrice revenait pratiquement à n'être personne. Statut bas, aucun respect, aucun avenir. Théodora l'était. Puis elle rencontra Justinien, héritier du trône de l'Empire romain d'Orient. Il tomba amoureux. Il l'épousa. Il la fit impératrice. La noblesse impériale ne le toléra pas. Une actrice sur le trône le plus ancien du monde civilisé. Une femme d'origine modeste assise aux côtés de l'héritier de Rome.
La haine fut immédiate et profonde, et elle se transforma en action. En l'an 532, les émeutes de Nika éclatèrent à Constantinople, la moitié de la ville en flammes. Deux factions rivales, qui se détestaient normalement, unirent leurs forces contre l'empereur. Les foules encerclèrent le palais en exigeant l'abdication de Justinien. Le feu se rapprochait. Le trône vacillait. Justinien paniqua. Ses conseillers les plus proches, ses généraux, ses ministres, tous lui dirent la même chose. « Fuis, sauve-toi. L'Empire pourra être reconstruit, mais seulement si tu es vivant pour le faire. » Les navires étaient prêts. Théodora prit la parole. Elle s'adressa à la cour terrorisée avec un calme que nul des hommes présents ne pouvait feindre. « Si vous voulez fuir, fuis. Moi, je ne bouge pas. Je préfère mourir avec le titre que j'ai vécu à conquérir. » La pourpre est un linceul parfaitement digne. La pourpre était la couleur exclusive du pouvoir impérial. Elle disait sans détour qu'elle préférait tomber en impératrice plutôt que survivre en exilé. Justinien resta. Théodora envoya le général Bélisaire avec des instructions précises. Les rebelles s'étaient rassemblés dans l'hippodrome, le plus grand stade de la ville, célébrant ce qu'ils croyaient être leur victoire imminente. 30 000 personnes en un seul endroit avec les portes ouvertes. Bélisaire ferma les portes, puis il fit entrer les soldats. Les 30 000 moururent à l'intérieur. Les corps s'empilèrent jusqu'à bloquer les sorties. L'hippodrome fut inondé de sang. Hommes, femmes, quiconque était présent. Quiconque avait élevé la voix contre le trône. Théodora tenda sans ciller depuis le palais. En un seul mouvement, elle sauva le règne de Justinien, consolida son propre pouvoir et élimina tous les ennemis qui avaient rêvé de la voir tomber. Elle gouverna aux côtés de Justinien pendant 20 années de plus. Elle mourut de cancer à 48 ans, toujours impératrice, toujours redoutée, irremplaçable. D'actrice sans nom à la femme qui noya une rébellion de 30 000 personnes parce que quelqu'un avait tenté de lui enlever ce qui était à elle. Ces 5 femmes n'attendirent pas que quelqu'un résolve leurs problèmes. Elles ne se contentèrent pas de se plaindre ni de survivre en silence. Elles regardèrent leurs ennemis droit dans les yeux et choisirent la voie la plus absolue. Elles ont toutes gagné, leurs ennemis, non.